Contre toute attente, il s'est réveillé. 13 avril 2026, Squamish, Colombie-Britannique. Il pleut. Un homme se tient au pied d'une paroi de granit de 600 mètres l'eau ruisselant sur la roche devant lui. Il est un athlète vedette sponsorisé par Arc'teryx. Il a gravi exactement cette voie sans corde des dizaines de fois. Aujourd'hui, il a une corde. Cela ne le sauvera pas. Ceci est l'histoire de Will Stanhope. Bienvenue dans l'extrême. Pour comprendre pourquoi Will Stanhope était sur ce mur ce matin-là, il faut revenir là où tout a commencé. North Vancouver. Il avait 8 ans. Ses parents l'appelaient le garçon impossible. S'il y avait une tâche dangereuse, sale ou effrayante que personne d'autre ne voulait faire, Will la faisait. Il mettait une combinaison de plongée et descendait à la corde pour déboucher le puits de son grand-père. Il grimpait dans les branches les plus hautes et les plus précaires d'un arbre juste pour enlever le bois mort, ou il sautait du toit de ses parents directement dans la piscine quand il avait 8 ans. Son père l'a emmené au Edge Climbing Center, une salle d'escalade en intérieur à North Vancouver. Dès qu'il a touché les prises synthétiques, sa vie a suivi une trajectoire unique. Et il ne s'agissait plus de l'école. Il s'agissait de se mesurer à une paroi rocheuse qui se moquait de ses excuses. Au moment où il a eu son permis de conduire, le lycée l'ennuyait. La roche, non. Will faisait régulièrement des allers-retours sur la Sea to Sky Highway jusqu'à Squamish, en Colombie-Britannique, à 1 heure au nord de Vancouver, où les montagnes surgissent directement de l'océan. Cet endroit était l'une des principales destinations d'escalade en Amérique du Nord, et le joyau de l'escalade à Squamish est le Squamish Chief, un dôme de granit de 600 mètres que les habitants appellent simplement le Chief. À l'âge de 14 ans, Will faisait de l'escalade en solo intégral sur la paroi du Chief. L'escalade en solo intégral, c'est l'escalade dans sa forme la plus pure. Il n'y a pas de corde, pas de matériel, pas de partenaire pour tenir quoi que ce soit de l'autre côté. La seule chose qui sépare un grimpeur en solo intégral du sol, c'est la qualité de ses mouvements sur la roche. Si leurs pieds glissent d'1 centimètre dans la mauvaise direction ou si leurs mains ne génèrent pas assez de friction, cela peut être la fin. Et Will comprenait tout cela à 14 ans. Il grimpait en solo tôt le matin quand l'air était frais, que la roche était sèche et que son esprit était clair. Même à l'époque, il avait un système, et pendant des années, ce système a fonctionné. Avec le temps, Will a réalisé des exploits sur la roche que la plupart des grimpeurs n'imaginent même pas. En 2007, à seulement 21 ans, Will a connu sa véritable percée. Il a jeté son dévolu sur une voie brutale appelée le Prol à Squamish, la paroi rocheuse où tout a commencé. Cette voie comportait des sections si raides et si terriblement lisses qu'il devait porter tout son poids corporel sur des arêtes de roche à peine plus larges qu'une gomme de crayon à des centaines de pieds de hauteur. Will voulait faire la première ascension libre de cette voie, c'est-à-dire grimper uniquement par la force du corps, tout en utilisant cordes et matériel pour la sécurité. Il a réussi et cette ascension a attiré l'attention de toute la communauté d'escalade nord-américaine. Le gamin de la salle d'escalade jouait désormais avec les grands. La même année, Will a grimpé en solo une fissure horizontale à Yosemite appelée Separate Reality, qui dépasse du mur comme le dessous d'un plafond. Je parle de 12 mètres de roche en surplomb, sans rien sous lui sur des centaines de pieds. Pas de corde, pas de matériel, juste ses mains coincées dans la fissure au-dessus de sa tête, ses pieds appuyés contre la roche sous lui, avançant main après main le long du plafond d'une falaise. S'il tombait, il n'y avait littéralement rien pour l'empêcher de s'écraser au sol. Il n'est pas tombé. Les autres grimpeurs, témoins ce matin-là, étaient de stupéfaits et sans voix. Ce record de free solo a rarement été égalé. Au cours de la décennie suivante, Will s'est transformé d'un gamin discret de Vancouver en une superstar de l'escalade. Ce qui le rendait spécial, ce n'était pas seulement jusqu'où il montait, mais aussi sa manière de grimper. La plupart des grimpeurs modernes escaladent des parois où de gros boulons en acier ont été préalablement installés dans la roche par d'autres personnes. Si vous tombez, accrochez-vous au boulon, il vous retient. Les grimpeurs comme Will ne faisaient pas ça. Will transportait ses propres coins métalliques et ses coinceurs à ressort sur son harnais pendant qu'il escaladait des falaises abruptes et terrifiantes. Il devait trouver des fissures naturelles dans la roche, y coincer manuellement son matériel métallique, puis y accrocher sa corde. S'il glissait, il n'aurait plus qu'à prier pour que le métal coincé dans la roche ne s'arrache pas. Il était aussi connu pour son engagement intense envers l'escalade en fissure.
C'est un style où les grimpeurs coincent littéralement leurs doigts, leurs poings et leurs pieds dans des fissures de granit tranchantes et les tordent jusqu'à ce qu'ils se bloquent. Vous pourriez penser que c'est très douloureux. Will l'a simplement accepté comme le prix à payer pour grimper sur les rochers. Une fois, Will s'est tellement dépassé lors d'une ascension qu'il a perdu toute sensation dans son orteil pendant 2 mois entiers après. Et qu'a-t-il fait après ? Il a simplement écrit un essai à ce sujet et a continué à grimper. La philosophie simple de Will sur le risque et son style d'escalade ont perduré au-delà de Vancouver. Il l'a utilisé dans les environnements les plus hostiles de la planète. En 2010, il a gravi la face sud du Half Dome à Yosemite avec Alex Honnold, le grimpeur le plus célèbre et certainement le plus intrépide encore en vie, à mon avis. Même Alex a dit que l'itinéraire choisi ensemble l'avait rendu nerveux. Les points d'ancrage étaient tellement espacés qu'une chute dans la section la plus difficile aurait presque certainement été fatale, même avec une corde. Ils l'ont tenté une fois, ont fait demi-tour, sont revenus et l'ont terminé. Bien qu'il soit l'un des athlètes sponsorisés les plus élites de la planète, sa maison sur la route était un van violet de maman de footballeur. Il a conduit cette vieille minivan cabossée à travers l'Amérique du Nord, des déserts de l'Ouest américain jusqu'au sommet glacé du Canada, vivant presque entièrement à l'extérieur. Pour Will, l'escalade était la seule version de lui-même en qui il avait vraiment confiance. Alex Honnold l'a qualifié de grimpeur parmi les grimpeurs. Le gars qui voulait juste partager des aventures autour d'un feu de camp. Pas la célébrité, pas les sponsors, juste la roche. Mais l'ascension qui a défini la carrière de Will Stanhope a commencé en 2011 et ne s'est terminée qu'en 2015. Elle a eu lieu dans une chaîne de montagnes en Colombie-Britannique, sur une tour de granit de 600 mètres appelée Snowpatch Spire. Ce lieu était si isolé que la plupart des grimpeurs ne le voient qu'en photo. Pour s'y rendre, il faut prendre un hélicoptère jusqu'à une vallée entourée de glaciers, à une altitude où l'air est rare et où les tempêtes arrivent sans prévenir. Il n'y a pas de route, pas de sentier, aucune issue à part celle par laquelle vous êtes arrivé. Sur la face et de cette tour, Will avait repéré une voie que d'autres alpinistes avaient observée puis abandonnée. Cela impliquait 13 longueurs complètes d'escalade à un niveau de difficulté où même les meilleurs grimpeurs du monde peinent et échouent. Une voie si difficile que les minuscules variations entre les prises individuelles font la différence entre le possible et l'impossible. Will, avec son partenaire Matt Segal, avait passé plus de 100 jours à étudier cette voie pendant 4 ans. Et le 14 août 2015, ils ont finalement fait leur ultime tentative. Pendant l'ascension, il y avait des sections si fines que Will devait littéralement enfoncer ses doigts dans des fissures glacées aussi fines qu'une lame de rasoir et tordre ses articulations jusqu'à ce qu'elles se bloquent juste pour pouvoir se hisser. Il a fait cela sur des milliers de pieds. Et ils l'ont fait. Ils l'ont enfin fait. Cela reste l'une des ascensions les plus difficiles de l'histoire de l'escalade au Canada. Pour être honnête, je dirais même dans l'histoire de l'escalade nord-américaine. Will lui-même a dit que si la montagne avait eu une seule prise de moins, elle aurait été impossible à jamais. Ils ont appelé leur voie la Tom Egan Memorial Route, du nom du grimpeur canadien très apprécié qui était décédé jeune. Personne ne l'a répété dans les années qui ont suivi, et personne ne le fera jamais. Car en 2022, un éboulement a détruit définitivement la section clé de la voie. La voie que Will a conquise n'existe littéralement plus sur la planète. Mais l'exploit demeure. À ce stade, Will était tout simplement impossible à ignorer. Les principaux acteurs de l'industrie de l'outdoor l'ont sollicité. Il est devenu un athlète phare sponsorisé par Arc'teryx. C'est l'équivalent dans l'escalade d'être sponsorisé par Nike ou Adidas. Il était également soutenu par DMM, la marque légendaire de matériel du pays de Galles, et par Maxim Ropes. Will ne s'est pas arrêté là. Il est lui-même devenu conteur, écrivant pour les principaux journaux d'escalade et apparaissant dans Real Rock, la tournée de films la plus prestigieuse du sport. Il a été mis en avant dans National Geographic. Will Stanhope a été présenté au grand public comme le visage de l'esprit canadien audacieux et aventureux. Un gars avec qui tu aimerais être autour d'un feu de camp. Et peut-être qu'en partie, c'est vraiment ce qu'il était. Mais derrière les exploits, les reportages et les sponsors, Will avait un problème. Écoutez, l'escalade est un sport dangereux. Will le savait très bien. Mais connaître le danger et traverser des deuils sont deux choses complètement différentes.
En 2017, le proche ami de Will, Hayden Kennedy, s'est donné la mort. Kennedy était l'un des meilleurs jeunes alpinistes d'Amérique du Nord, âgé de 27 ans, et il venait de survivre à une avalanche sur une montagne isolée du Montana qui avait emporté sa partenaire d'escalade, Inga Perkins. Il n'a pas pu vivre avec le traumatisme de cet événement et a décidé de mettre fin à ses jours. L'année suivante, en 2018, Marc-André Leclerc est mort dans une avalanche en Alaska. Leclerc était un alpiniste canadien brillant et discret qui se déplaçait dans les montagnes comme personne d'autre. Puis, un autre ami proche, Michael Gardner, est mort dans les montagnes du Népal. Cela fait 3 personnes avec qui Will avait voyagé, campé et grimpé. 3 personnes qui comprenaient exactement la vie que Will menait parce qu'elles la vivaient aussi. Et maintenant, elle n'était de plus là. Matt Segal, son partenaire sur la voie Tom Egan, a décrit ce qui a suivi avec une douloureuse simplicité. À chaque ami perdu, cela a eu un impact énorme sur Will et cela s'est manifesté sous la forme d'une dépendance. Will a commencé à boire de façon excessive. Ses parents ont confirmé qu'il avait fait plus d'un séjour en centre de désintoxication. Sa sœur a écrit publiquement au sujet des graves problèmes de santé mentale auxquels il était confronté. Et il y avait autre chose. En date de décembre 2025, Will Stanhope a été inculpé de 9 chefs d'accusation criminels déposés par la province de la Colombie-Britannique. Les chefs d'accusation comprenaient agression sexuelle, introduction par effraction, harcèlement criminel, 4 chefs d'accusation de voies de fait et 2 chefs de méfaits. Selon les dossiers publics, ces incidents distincts se sont produits sur une seule année à Squamish, entre novembre 2024 et novembre 2025. Il devait comparaître devant la cour provinciale de North Vancouver le 14 décembre 2026 pour une audience de 5 jours. Pour le public, pour ses 38 000 abonnés sur Instagram et pour ses principaux sponsors, il restait le guide d'escalade puriste d'élite. Mais dans la petite communauté soudée de Squamish, son comportement violent présumé devenait apparemment un secret de polichinelle. Et pour le système judiciaire canadien, il était un homme faisant face à des accusations qui pourraient mettre fin définitivement à sa liberté et à sa carrière. Tout son monde s'effondrait. Les murs se refermèrent sur lui. Et donc, face à une vie qu'il ne pouvait plus contrôler, Will a fait ce qu'il faisait depuis l'âge de 8 ans. Alors, il est retourné à la roche. Ce qui nous amène au matin du jeudi 13 avril 2026. Will était avec Marina Léon, une coach de vie et thérapeute corporelle basée à Pemberton, une petite ville de montagne à environ 1 heure de route au nord de Squamish. Elle et Will s'étaient connus en ligne. En acceptant de grimper avec lui ce jeudi matin, ils se rencontraient pour la première fois. Le plan initial était d'aller en voiture au cirque, une falaise abritée du canyon de Checamus. Voici une chose importante à savoir sur l'escalade en plein air. La roche mouillée est une roche dangereuse. Quand le granit devient mouillé, la friction qui maintient vos pieds contre la paroi disparaît. La plupart des grimpeurs expérimentés ne toucheront même pas certains types de roches sous la pluie. Le circus était un choix intelligent, précisément parce que sa géométrie en surplomb évacue naturellement l'eau. La pluie ne serait pas un facteur là-bas. Mais ce matin-là, Will a appelé et a changé le plan. Il pensait que le Stawamus Chief, une paroi de 600 mètres toute proche, resterait sèche et voulait plutôt grimper là-bas. Marina a conduit depuis Pemberton en regardant les nuages sombres s'accumuler dans toutes les directions. Quand elle est arrivée sur le parking, elle a dit à Will qu'elle n'était pas à l'aise. Il a regardé le ciel et a dit « Tu as raison, j'ai peut-être sous-estimé la situation ». Aucun d'eux n'avait de casque. Marina avait laissé le sien chez elle pensant qu'une falaise en surplomb ne nécessitait pas de casque. Sur une paroi comme le Chief, où la roche au-dessus de vous s'élève sur des milliers de pieds et où les pierres instables sont toujours possibles, le port du casque est la norme. Will n'en avait pas non plus, ils ont décidé de grimper quand même. Ils ont commencé par une fissure assez simple près de la base de la paroi. En escalade, les fissures sont plus que des particularités rocheuses, ce sont de véritables routes. Sur une paroi de granit, comme le Chief, où la surface est souvent trop lisse pour s'y accrocher, les grimpeurs suivent les fissures vers le haut, coinçant leurs doigts et leurs mains dans l'ouverture et les tordant pour créer de la friction, utilisant cette friction pour supporter leur poids corporel en progressant. C'est douloureux, technique, et au niveau de Will, c'est complètement instinctif. L'ascension s'est déroulée sans incident. Puis la bruine est revenue. Ils sont restés au pied du mur et ont discuté de leurs options. Il y avait un secteur plus bas, à proximité appelé les Fumées, où le terrain était plus clément et Will en connaissait chaque recoin.
Mais au lieu de cela, ils ont continué à marcher le long de la base du grand mur et se sont arrêtés au pied d'une voie de 2 longueurs appelée Rutabaga. Will Stanhope avait grimpé Rutabaga sans corde plus de fois qu'il ne pouvait s'en souvenir. Pour lui, se tenir au pied de cette voie, un jeudi matin pluvieux, n'était pas un défi. C'était une journée familière sur une roche familière. Marina, en revanche, regardait le ciel puis la paroi. La roche était mouillée par endroits. Aucun d'eux n'avait de casque, mais elle ne dit rien. Après tout, c'était lui le pro. Ils se sont encordés puis ont grimpé. Marina a mené la première longueur. Mener une longueur signifie que vous êtes le premier à grimper vers le haut, en plaçant votre propre matériel dans la roche au fur et à mesure, tandis que votre partenaire en bas vous donne du mou avec la corde. En cas de chute, vous tombez au-delà de votre dernière protection avant d'être retenu par la corde. La première longueur de Rutabaga était cotée 5-10B. Pour vous donner une idée, les grimpeurs amateurs en salle mettent généralement des mois d'entraînement pour atteindre le niveau 5-10. Pour Marina, c'était un véritable défi. Elle l'a escaladé prudemment sous une pluie intermittente et s'est assurée au sommet. Pour Will, normalement, une 5-10B équivalait à un échauffement, mais ce n'était pas un jour comme les autres. Will a crié d'en bas, il lui a suggéré de redescendre. La roche devenait de plus en plus humide. Il valait mieux descendre en rappel et arrêter là pour aujourd'hui. Marina regarda autour d'elle depuis son relais. Elle était déjà là-haut et le matériel était en place. Redescendre voulait dire tout enlever et repartir de zéro. Elle a crié « Je suis déjà là. Pourquoi ne montes-tu pas et on redescendra en rappel si on ne se sent pas bien ?» Will a grimpé pour la rejoindre et quand il est arrivé en haut, il a pris une décision. Au lieu de redescendre en rappel pour être en sécurité, ils ont décidé de monter et il allait mener la 2e longueur. Au-dessus de lui se trouvait la 2e longueur. Il est resté là un instant et a levé les yeux vers elle. La pluie tombait maintenant de façon régulière et constante, mais cela n'avait pas d'importance pour Will, car la 2e longueur de Rutabaga suit un dièdre. C'est un angle naturel dans le granit où 2 faces de roche se rejoignent, comme le coin intérieur d'une pièce basculée sur le côté. Cet angle crée une fissure continue qui monte tout droit le long de la paroi. Par temps sec, elle est propre et fiable. Et surtout, la géométrie d'un angle évacue l'eau, donc la fissure elle-même restait sèche même lorsque la roche autour devenait glissante. Will a commencé à grimper. Il est monté efficacement, sans hésitation et sans difficulté. Après tout, il a grimpé sans corde des dizaines de fois. Maintenant, alors que le dièdre se termine près du sommet de la longueur, l'escalade passe du fait de coincer solidement ses mains et ses pieds dans une fissure à celui de sortir sur une face exposée, légèrement inclinée, composée d'une roche complètement lisse appelée une dalle. Pour grimper une dalle, tu ne peux pas compter sur des prises, car il n'y a rien à quoi t'accrocher. La seule chose qui te maintient là, c'est la friction entre la semelle en caoutchouc de ta chaussure et la surface de la roche. Par temps sec, ça a du sens. Les chaussures d'escalade sont même conçues pour adhérer à la texture microscopique du granit avec une fiabilité remarquable. Mais rappelle-toi, il pleuvait, donc la dalle au sommet de Rutabaga était mouillée. C'est arrivé en un éclair. Une seconde, Will se déplaçait vers la gauche sur la paroi mouillée, sa corde traînant derrière ses pieds. La seconde suivante, sa chaussure a perdu le contact avec la roche. Sans rien à agripper et la corde passant exactement au mauvais endroit, son corps a basculé. Il n'eut pas le temps de réagir, pas le temps de saisir quoi que ce soit. Lorsqu'un grimpeur tombe, on s'attend à ce qu'il chute droit jusqu'à être retenu par la corde. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Marina n'a pas vu le moment exact où il a glissé, mais quand elle a relevé les yeux, Will tombait de côté, son corps tournoyant violemment en arrière dans les airs. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il suffit d'imaginer la corde. Quand on grimpe, la corde est attachée à la taille et pend droit entre les jambes. En se déplaçant latéralement sur un mur, comme Will l'a fait pour rejoindre la dalle, la corde peut traîner derrière le mollet ou la cheville. Si tu glisses alors que la corde est derrière ta jambe, elle agit comme un piège. Lorsque tu tombes, la corde se tend depuis le bas. Elle tire violemment tes jambes vers le haut, tandis que la gravité attire ton buste lourd vers le bas. En une fraction de seconde, tu te retrouves complètement la tête en bas. Et c'est ce qui est arrivé à Will. Il est tombé d'environ 9 mètres et la corde qu'il avait placée dans la roche en dessous a parfaitement tenu et a retenu son poids. Mais en glissant, son pied a heurté une petite corniche en descendant. Cet impact, combiné au fait que la corde s'est prise derrière sa jambe, a violemment projeté son corps en arrière. Il a fait la roue dans les airs.
Ses pieds pointèrent vers le ciel et sa tête, la partie la plus lourde de son corps, a balancé comme un pendule venant s'écraser directement contre la paroi de granit. Et rappelle-toi, aucun d'eux ne portait de casque. Will a été complètement assommé. Il pendait inerte au bout de la corde. Marina a immédiatement réagi. Elle a commencé à le descendre vers sa position au relais. Et puis, quelque chose d'incroyablement troublant s'est produit. Alors qu'il était suspendu dans les airs, descendant lentement vers elle, Will s'est réveillé. Marina l'a descendu et sécurisé. Il était cohérent et réactif. Il lui parlait vraiment. Pour un observateur, cela aurait pu sembler un miracle. Il a fait une chute énorme, la tête la première, sur du granit solide, et il a survécu. Marina l'a assuré, et ensemble, ils ont réussi à se descendre lentement jusqu'à la base de la falaise. Il s'était alors écoulé environ 10 minutes depuis la chute. Marina a immédiatement appelé le 911. Elle leur a dit que Will était gravement blessé et leur a demandé d'envoyer de l'aide immédiatement. Il avait un pied cassé, un de ses yeux était complètement enflé et se remplissait rapidement de sang. Mais il marchait et parlait. En fait, Will était tellement actif qu'il a même argumenté contre l'appel d'un hélicoptère de secours. Il a dit à Marina qu'il pouvait simplement se lever et repartir à pied tout seul. En fait, il a essayé de se lever, mais son pied cassé ne lui a pas permis. Tout semblait aller bien compte tenu de tout ce qui s'était passé. Mais 20 minutes après la chute, l'attitude de Will a commencé à changer. Il est devenu de plus en plus désorienté, puis il a commencé à faire quelque chose de très précis. Il s'est mis à se gratter l'oreille. Il s'agitait avec, enfonçait son doigt profondément dedans, agissant comme s'il avait un bouchon coincé à l'intérieur ou qu'il essayait de le déboucher après une plongée sous-marine. Marina, qui avait une formation médicale, a remarqué ce comportement étrange. Elle a tendu la main et a palpé soigneusement son crâne, et c'est à ce moment-là que son sang s'est glacé. Petite info, chaque mois, je réalise une vidéo uniquement pour Patreon. Les avertissements étaient là. Vous ne la verrez pas ailleurs. Si ça vous intéresse, les liens sont en description. Quand Marina a touché sa tête, elle a senti une ligne d'inflammation intense allant tout droit, du front de son cortex jusqu'à l'arrière. Elle a immédiatement compris que Will traversait un intervalle lucide. Voyez-vous, lorsqu'un être humain reçoit un violent coup contondant sur le côté de la tête sans casque, le crâne se fracture souvent. Juste sous le crâne se trouve une artère appelée l'artère méningée moyenne. Des fragments d'os issus d'une fracture peuvent déchirer cette artère, provoquant un écoulement immédiat de sang dans l'espace entre le crâne et le cerveau. Et ce qui rend cela diabolique, c'est que la victime ne s'en rendrait même pas compte, car la commotion initiale l'assomme temporairement. Le cerveau redémarre généralement quelques minutes après. La victime se réveille, elle parle, elle agit totalement normalement. C'est l'intervalle lucide. Mais à l'intérieur, une horloge biologique tourne. Le crâne humain est une boîte fermée et rigide. Il ne peut pas s'étendre. Lorsque le sang s'écoule de l'artère déchirée, il forme une vaste poche. Sans issue, cette poche de sang pousse le tissu cérébral vers l'extérieur. L'un des premiers symptômes physiques de cette pression immense et écrasante à l'intérieur du crâne est une sensation de plénitude derrière le tympan. Will ne se fouillait pas l'oreille car elle était bouchée. Il se grattait l'oreille parce que son cerveau était comprimé à mort de l'intérieur vers l'extérieur. 50 minutes après la chute, les secours sont arrivés à pied. À ce moment-là, le gonflement crânien de Will était devenu gravement dangereux. Il parlait encore, mais son cerveau lâchait. Il contempla Marina, la femme qui venait de lui sauver la vie, sans se rappeler son nom. La pression effaçait sa mémoire en temps réel. Ce qui a suivi, c'était un délai agonisant. Les premiers intervenants voulaient d'abord transporter Will sur une civière le long du sentier escarpé, mais en voyant ses signes vitaux chuter, ils ont compris qu'il ne survivrait pas à la descente. Ils ont modifié leur plan et appelé un hélicoptère. Il a fallu 3 heures après la chute pour que l'hélicoptère arrive, et même à ce moment-là, il ne l'a pas emmené directement à l'hôpital. Il l'a laissé sur un parking pour son transfert en ambulance. Pendant 4 heures, Will Stanhope est resté assis par terre, perdant lentement la raison, piégé dans un crâne fracturé, alors que la pression ne cessait d'augmenter. Lorsqu'il est enfin arrivé à l'hôpital et a subi une opération d'urgence pour retirer une partie de son crâne et soulager l'enflure, les dégâts étaient déjà faits et ils étaient catastrophiques. Pendant quelques jours, il semblait stable.
La communauté des grimpeurs a retenu son souffle, mais les dégâts étaient trop grands. Son état ne cessait de s'aggraver. Et le 23 avril 2026, 10 jours après la chute, Will Stanhope est décédé. Il avait 39 ans. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi penser de Will Stanhope. Il y a un homme qui a passé 30 ans à construire quelque chose d'extraordinaire sur la roche et qui a pleuré ses amis de la seule façon qu'il connaissait, en allant plus haut, en se dépassant, en restant sur la paroi plus longtemps que quiconque. Qui était, d'après tous ceux qui le connaissaient le mieux, véritablement talentueux. Mais c'était aussi une personne confrontée à des accusations graves, assez sérieuses pour mettre fin, à juste titre, à sa liberté et à sa carrière. Des accusations qui ne seront désormais jamais examinées devant un tribunal et qui laisseront derrière elles des personnes qui n'auront peut-être jamais les réponses qu'elles méritent. La justice n'a pas été rendue parce que Will Stanhope est mort 7 mois avant son audience. Mais cette prochaine légende a été reconnue coupable en temps réel par une foule de Sherpas furieux armés de piolets. Il est passé du statut d'athlète surhumain adulé à celui de l'homme le plus détesté de l'histoire de l'alpinisme en seulement 6 mois. Un matin ordinaire, après avoir survécu à la colère du monde, il est sorti grimper pour s'entraîner sans ses gants. Voilà ce que cela lui a coûté,